On m'a demandé, dans cette semaine de la proche aidante, de faire un rappel, sur, le livre qu'on a justement publié l'an dernier qui s'appelait «Devenir proche aidant» et je l'ai appelé «Regard croisé», sur devenir proche aidant pour rappeler aux gens que, c'est un ouvrage qui a été créé, mais qui se base beaucoup, et entièrement sur, des connaissances et une expérience qui est acquise, avec, les gens qui nous ont consultés au fil des années. Alors, qui sont les auteurs au niveau de ce livre? Mes collègues docteur Judith Latour, qui est une amie de longue date et qui a été, une figure de proue de la gériatrie au Québec, puisqu'elle a été, la première gériatre, certifiée dans cette spécialité, au niveau de la province et elle a pris, sa retraite bien méritée cette année. Également Karine Thorne, qui est une infirmière clinicienne de carrière, d'un enthousiasme et d'un humanisme remarquable, qui a pratiqué une quinzaine d'années à l'Institut de gériatrie avec nous pour ensuite, se diriger, en recherche au niveau du CHUM et elle, récemment, elle est revenue à nouveau au niveau de la clinique de cognition. Alors, d'où vient, ce livre, la genèse de ce livre, comme on dit? Alors, c'était d'abord tout a commencé par un petit fascicule, que justement Karine, alors qu'elle était infirmière pivot à la clinique de cognition, a construit. C'était un fascicule d'une trentaine de pages qui comprenait des informations pratiques à connaître en début de parcours et finalement, Karine a eu une demande de la part justement de la maison d'édition dont parlait docteur Lucier, qui l'a approché pour dire, ben, est-ce que ce serait possible de transformer ce fascicule en un livre pour entrer dans la collection des ouvrages davantage. Alors Karine, évidemment, l'a pris comme un défi, un grand enjeu, mais en même temps, avec les délais impartis et tout ça, elle a trouvé que c'était quand même une œuvre considérable. J'étais et je suis toujours la directrice de la clinique de cognition à l'Institut et à ce moment-là, ben, on a décidé de faire équipe ensemble pour créer le livre et par ricochet, avec l'expérience de ma collègue Judith Latour, toutes les trois, on a décidé de combiner nos expériences puis de produire l'ouvrage en co-construction. Et comme se plaît le dire Catherine, nous avons voulu produire un ouvrage qui s'adresserait tout à la fois à la tête et au cœur du proche aidant. Un livre, comme elle dit, où connaissance, empathie et autocompassion cohabitent. En tous les cas, c'est la façon dont on l'a pensé et dont on l'a réalisé. Le livre est composé de 2 sections. La première partie est davantage consacrée aux connaissances, soit la compréhension du fonctionnement cognitif normal et pathologique, et également des connaissances de base utiles à savoir pour mieux cheminer, naviguer avec la maladie. Il s'agit de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif? Mieux cheminer avec la maladie, la consultation en clinique de cognition et le suivi médical, les problèmes susceptibles de causer une hospitalisation et les objectifs de soins souhaités. La deuxième section est, elle, plus du domaine du savoir-agir, du savoir-être pour soi et pour l'être cher, la personne dont on s'occupe. Intervenir auprès du proche, des chapitres consacrés à la communication, aux activités de la vie de tous les jours, aux symptômes psychocomportementaux qui vont être associés à la maladie d'Alzheimer, le type d'aide qui peut être accessible aux proches, les aspects légaux, l'éventualité de l'hébergement et un chapitre sur la recherche. Vous remarquerez que sur cette diapositive, on n'utilise pas le mot démence.
car même s'il s'agit d'un terme qui est scientifiquement exact, on sait très bien que son usage tant populaire que littéraire l'a déformé avec le temps et lui a assigné une connotation négative, stigmatisante, et le terme est maintenant délaissé au profit de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, si on va chapitre par chapitre, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, vraiment en survol, le chapitre 1 s'intitule « Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif ?» Le cerveau est un organe malléable qui a le potentiel de s'adapter. Ainsi, en présence de conditions favorables, nous développons tous une réserve cognitive. Donc, la première section est sur la cognition et sur toutes les fonctions qui la composent. Au niveau de la réserve cognitive, on sait que plusieurs éléments contribuent au développement de la réserve cognitive, dont notamment la scolarisation au début de la vie, la stimulation cognitive qu'on a tout au décours de notre vie, une activité physique régulière, des interactions sociales, une saine alimentation, un sommeil adéquat et également la prévention et le contrôle des facteurs de risque de certaines maladies telles que cardiovasculaires. Avoir une réserve cognitive nous permet donc, en quelque sorte, de résister et de compenser les pertes dues à des lésions cérébrales. La plupart des chercheurs s'entendent ainsi pour dire que le développement et l'entretien d'une réserve cognitive pourrait protéger les individus contre les maladies neurocognitives en repoussant significativement leur apparition. Nous allons aussi aborder dans ce chapitre les changements cognitifs normaux. Notre corps change sous l'influence du temps et les fonctions cognitives n'y échappent pas. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui sont des problématiques bénignes de ce qui est indicateur d'une maladie en devenir. On va aborder donc l'évaluation syndromique dans le continuum d'une personne saine, un trouble neurocognitif léger, un trouble neurocognitif majeur, et également les types de troubles neurocognitifs majeurs en termes de pathophysiologie, que ce soit la maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. On va parler dans ce chapitre, on va faire une description brève de la maladie d'Alzheimer, de la maladie d'origine vasculaire, de la maladie à corps de Lewy et des dégénérescences frontotemporales. Au niveau de la maladie d'Alzheimer, évidemment, on a écrit le livre en ayant en tête la forme la plus répandue de la maladie, qu'on appelle la forme sporadique, celle qui est associée à l'avancée en âge et qui représente 95% des situations de maladie d'Alzheimer. On aborde moins la forme précoce, celle qui est d'origine génétique, qui arrive souvent en bas de 65 ans et qui correspond à 5% des cas. Le deuxième chapitre s'intitule « Mieux cheminer avec la maladie ». On y aborde les éléments qui nous permettent d'avoir une certaine emprise sur la trajectoire de la maladie, un peu dans la pensée de la réserve cognitive. Donc, comment tout mettre de notre côté pour tenter de ralentir les processus en cours du vieillissement normal au vieillissement pathologique. On y parle de l'intérêt de la stimulation, donc tenter de garder le cerveau entraîné par des activités qu'on veut varier,
ne pas toujours faire la même chose, sinon on devient habile dans cette chose et pas nécessairement dans tout. Des activités qui vont être adaptées, donc qui représentent un défi, un challenge intellectuel, pas trop simple ni trop difficile, personne n'aime l'échec, une activité qui est stimulante, c'est-à-dire qui nous intéresse et qui nous permet de faire un gain. On va également discuter des habitudes de vie, le bienfait connu de l'activité physique au niveau psychologique, physique et cognitif. Les intérêts qui sont basés aussi sur les intérêts puis les habitudes de la personne. Il est hors de question de viser une performance, mais bien de faire une activité physique dans laquelle se joint le plaisir. On va parler d'alimentation, une alimentation saine qui est de type, qu'on favorise de type méditerranéen, mais on va également parler de ce que les maladies entraînent au niveau nutritionnel ou alimentaire, entre autres la perte de poids et la dénutrition. On va aborder la notion de socialisation, donc encourager le maintien des interactions sociales qui contribuent à la qualité de vie et à la santé psychologique et qui est malheureusement trop souvent sous-estimée. On aborde la médication. On explique les effets des molécules qui sont sur le marché pour ralentir la maladie d'Alzheimer, ses effets attendus, les effets secondaires. On parle aussi de ce qui peut brouiller finalement la pensée ou nos fonctions cognitives. Attention à la polymédication, aux médicaments aussi qui sont moins appropriés et auxquels un cerveau vieillissant peut devenir plus sensible alors que ce n'était pas le cas lorsque la personne était plus jeune. On parle souvent de prescription, mais on parle moins souvent de déprescription. Alors, la question est, un médicament qu'on prend pas seulement pour les troubles cognitifs, mais pour soutenir notre corps face à certains problèmes de santé ou encore en prévention. Est-ce que ce médicament est toujours indiqué? Est-ce qu'avec le corps qui se transforme, il doit être au même dosage? Et quels sont les effets secondaires attendus des médicaments? Au chapitre 3, on entre là au niveau de la consultation médicale en clinique de cognition. Ici, peut-être faire une bref historique. On sait qu'il y a plus de 20 ans, peut-être même 30 ans, face aux changements démographiques et épidémiologiques qui touchaient nos populations, avec le vieillissement de la population et concomitamment l'émergence d'une plus grande prévalence des troubles neurocognitifs, il y a des regroupements qui sont produits entre des gériatres, des neurologues, des psychiatres, d'abord dans des centres hospitaliers universitaires du Québec, à Montréal, McGill, Laval et Sherbrooke. Et ces gens-là se sont mobilisés pour mettre sur pied des cliniques spécialisées à certains endroits appelées cliniques de la mémoire ou plus justement cliniques de la cognition. Et ce n'est qu'en 2009 qu'a été produit à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux un rapport d'experts sur l'élaboration d'un plan québécois d'action sur la maladie d'Alzheimer, dont la direction fut confiée au Dr. Howard Berkman, qui a produit un ouvrage avec une modélisation d'intervention qui serait basée sur les intervenants de première ligne. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on a assisté au déploiement de la première phase du plan Alzheimer qui consistait à la formation des intervenants de première ligne. On pense donc aux médecins de famille, aux infirmières et aux travailleurs sociaux qui étaient dans les groupes de médecins de famille et les CLSC. Alors, en 2013, ont débuté les formations pour être capables de repérer, d'évaluer, de diagnostiquer et de suivre les personnes vivant avec une maladie cognitive, surtout dégénérative.
À ce moment-là, la clinique spécialisée, qui existe toujours, dans cette approche, est devenue une clinique de deuxième, voire de troisième ligne, qui est accessible, elle, par un référencement, par un médecin de première ligne ou un spécialiste pour l'évaluation consacrée aux situations plus complexes au niveau diagnostique ou thérapeutique. On peut, par exemple, y recevoir les cas légers où on a un questionnement par rapport à la normalité versus un début de maladie. On peut y recevoir les gens qui ont des symptômes qui dérogent aux stéréotypes ou aux types qu'on revoit dans la maladie d'Alzheimer. Également, des gens qui auraient une évolution de la maladie qui serait très rapide. Des gens qui présenteraient une maladie à des âges inférieurs à 65 ans, qui auraient des troubles psychocomportementaux précoces ou des antécédents familiaux de maladies neurodégénératives ou autres plus rares. À ce moment-là, on pourra, dans ces milieux-là, avoir accès à d'autres types de thérapeutes, comme des neuropsychologues avec des évaluations approfondies, et aussi se pencher sur la nécessité d'avoir des examens complémentaires, par exemple en neuroimagerie ou en médecine nucléaire, ou encore d'autres investigations qui sont réservées plus au domaine de la recherche. Donc, grosso modo, ce chapitre aborde qu'est-ce que c'est une consultation, une première consultation qui aura une portée de poser un diagnostic et d'entreprendre un plan thérapeutique. Alors, le chapitre aborde en quoi consiste cette rencontre et comment s'y préparer. Par la suite, on abordera aussi les consultations de suivi et on donnera une explication du pourquoi finalement tant de questions sont posées et l'objectif de ces questions et ce qu'on cherche à déterminer avec les examens et les investigations qui suivent. Je vous ai mis ici parce que, même si ce n'est pas quelque chose dans le livre, tout récemment, je voulais porter à votre attention la publication du rapport mondial d'Alzheimer qui porte justement le rapport 2022 qui était coordonné par Dr Serge Gauthier, un neurologue bien connu en démence, qui parle de comment life after diagnosis, donc la vie après le diagnostic, comment naviguer le traitement, les soins et le soutien. Donc, dans cette semaine de l'aidance, il a une place que je dirais privilégiée. Le chapitre 4 porte sur les problèmes susceptibles de causer une hospitalisation. On aborde surtout, comme je vous disais, la forme sporadique de la maladie d'Alzheimer qui vient avec le grand âge. Alors, il faut savoir qu'en soi, en gériatrie, il y a deux syndromes cardinaux qui sont en lien direct avec une fragilité cognitive, avec une plus grande sensibilité du cerveau alors aux stresseurs physiques, médicamenteux et psychologiques qui peuvent induire un délirium. Le délirium est un état de confusion aiguë qu'on appelle souvent une tempête du cerveau. C'est très prévalent. On sait que, par exemple, que 75, on va le retrouver chez 20 à 30% des personnes de plus de 75 ans qui sont hospitalisées. Ça se manifeste par un changement soudain et abrupt de l'état cognitif, une baisse de l'attention, un changement dans le niveau d'éveil, d'alerte et des fluctuations au cours de la journée. C'est toujours une urgence médicale car il faut mettre le doigt sur quel est le facteur qui a précipité cet état confusionnel qui déroge au caractère lentement progressif d'une maladie d'Alzheimer.
Le deuxième problème, c'est la chute. Il faut se souvenir que la marche est une fonction cognitive d'abord, qui est acquise au fil de la maturation cérébrale, car à la naissance, évidemment, on est incapable de marcher, tout comme on est incapable de converser. La chute représente 10% des visites à l'urgence pour les plus de 65 ans. On sait que 50% des chutes se produisent à la maison, puis des ajustements possibles existent pour diminuer les risques. Et encore là, il faut faire une bonne évaluation globale pour trouver les causes et les conséquences sous-jacentes à la chute. Le chapitre 5 se centre sur les objectifs de soins désirés. On sait que le diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs doit nécessairement nous amener à réfléchir au niveau de soins souhaités en collaboration avec le proche et le médecin. On sait que c'est un choix qui n'est pas définitif. Il peut évoluer avec la progression de la maladie. On sait que la majorité de la population privilégie la qualité de vie plutôt que la quantité de vie quand il est question de prolonger la vie. Le concept de qualité de vie, cependant, varie beaucoup d'un individu, d'une famille ou d'une communauté socio-culturelle à l'autre. Les différents niveaux de soins sont discutés dans notre livre, mis dans un langage qui est à la portée de tous. Plusieurs pistes de réflexion sont proposées pour aborder ce sujet délicat mais nécessaire. L'esprit est de respecter les volontés et les valeurs du patient et de sa famille, en sachant que le temps où c'était, l'époque où c'était le médecin qui dirigeait le choix est relativement révolu. Actuellement, il agit comme conseiller et il doit apporter les connaissances pour faire un choix éclairé. Mais vous faites partie de l'équipe, puis vous êtes invité à participer dans la mesure de vos capacités et de votre confort à ces décisions. Un chapitre important et auquel les gens font beaucoup référence. En tout cas, les patients que je vois en consultation disent avoir été beaucoup aidés dans ce chapitre, qui est une adaptation d'une modélisation issue des observations des travaux de recherche du professeur Francine Duchamp sur l'accompagnement des proches aidants d'une personne avec troubles neurocognitifs majeurs. Le motto, c'est « Communiquer, c'est un besoin humain essentiel à tous ». Les principes clés de la communication, c'est d'abord d'établir une relation de confiance et un climat serein entre la personne atteinte et ses proches. Il faut aussi connaître les effets de la maladie, savoir que ce n'est pas seulement la mémoire qui est touchée, mais également nos capacités de planifier, d'organiser, d'être attentif, d'apprendre de nouvelles choses, savoir fonctionner les appareils, reconnaître, raisonner, résoudre des problèmes, communiquer au niveau de l'expression, de la compréhension, être capable de juger, de décider, et il y a des ajustements à faire. Peut exister aussi dans la maladie des comportements qui peuvent apparaître déroutants. Les changements ont des origines, il faut se rappeler que les changements ont des origines organiques. Ce ne sont pas des attitudes mal intentionnées ou volontaires. Ça reflète plutôt une difficulté de la personne atteinte de communiquer, de se faire comprendre. Ça reflète des besoins parfois non complets, non comblés. Une tentative également que je reconnais souvent de préserver son identité et puis de s'adapter à un environnement autour de soi qu'on ne maîtrise plus comme avant. On parle de l'importance de porter alors attention au non-verbal, au climat émotionnel, au ton qu'on utilise, de réassurer, d'apporter de la bienveillance et de créer une routine
autour de la personne. On parle également de la cohérence et de la constance. Donc, j'ai mis l'illustration de l'escargot dont je me sers souvent lorsqu'on discute de la personne et de son environnement, pour bien marquer que la personne âgée avec un trouble neurocognitif est en situation de vulnérabilité par la maladie. Elle a besoin de repères. Et si son environnement est modifié, comme enlever la carapace de l'escargot, ben, on l'expose aux éléments et la personne devient vulnérable. Un autre aspect qui est important, c'est de préserver l'autonomie. Au lieu d'aller toujours sur essayer de voir ce qui a changé, ce qui est important, c'est de valoriser ce qui persiste. L'idée n'est pas de viser la perfection, mais de permettre à la personne d'être encore compétente dans ce qu'elle est capable de faire en simplifiant certaines tâches pour qu'elle ait une occupation, un sentiment d'utilité, ce qui est un élément qui est important pour chacun d'entre nous. Alors, face aux troubles de comportement ou à des changements, ce qu'on rappelle aux gens, c'est que la personne n'a plus nécessairement les capacités pour être capable de raisonner qu'est-ce qui se passe et pour éviter les escalades qui créent beaucoup d'anxiété. Au lieu de confronter, il y a dans le chapitre des indications pour vous dire d'utiliser la stratégie de la diversion, c'est-à-dire faire diversion, changer de pièce, de sujet ou d'activité pour recréer un climat sain avec la personne. Le chapitre 7, je m'excuse d'aller rapidement, mais le temps avance. Le chapitre 7 discute des activités de la vie courante. On sait qu'un trouble neurocognitif ne pourra porter l'appellation de majeur que lorsque les fonctions cognitives auront des conséquences sur le fonctionnement au quotidien de l'individu. Lorsque ces changements qui représentent un déclin par rapport aux performances de l'individu l'empêcheront de voir à ses capacités habituelles. Donc, il est primordial d'accorder une importance aux capacités actuelles de la personne et de pas nécessairement insister sur les tâches qu'elle est plus capable de faire, comme on disait. On se doit d'avoir une approche positive. Rappeler qu'il vaut mieux privilégier l'autonomie à la perfection. Les activités de la vie quotidienne, on réfère par exemple à la capacité de s'alimenter, assurer son hygiène, à garder ses fonctions d'élimination, son autonomie, être capable de s'habiller, être capable de marcher, de se déplacer, puis assurer sa sécurité. On fait référence aux activités de la vie domestique, c'est-à-dire que les activités de la vie quotidienne font référence aux capacités des individus, quel que soit leur genre. C'est des activités que tout le monde a besoin de faire et qui sont essentielles. Tandis que les activités de la vie domestique sont souvent genrées par rapport à, par exemple, dans un couple, comment on sépare les tâches. Et ils font référence plus à de gestion sur l'environnement, comme la conduite automobile, gérer ses finances, assurer les tâches domestiques, gérer la médication. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés dans le livre. Les pertes ou les difficultés dans la maladie d'Alzheimer ne sont pas subites, mais sont graduelles et non subites du jour au lendemain. Si on a affaire à des pertes qui sont subites, ben, il faut revoir notre diagnostic. Le trouble neurocognitif est probablement d'une autre origine que dégénératif.
Puis, ce qu'il faut se rappeler aussi que lorsqu'il y a un déclin cognitif, ça va à l'inverse de comment les activités ont été acquises. Donc, les activités sont acquises du plus simple au plus complexe et lorsqu'il y a un déclin cognitif, c'est l'inverse qui se produit. Donc, c'est d'abord les activités les plus complexes qu'on perd, donc les activités associées à la vie domestique, plutôt que les activités de la vie quotidienne qui sont les soins personnels. Ce qu'on doit faire aussi, c'est de tenter de simplifier ces tâches et peut-être de les faire en étapes avant de cesser complètement. Il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide et en vous rappelant que vous n'avez pas tout à prendre sur vos deux seules épaules, ce qu'on verra au chapitre 9. Un autre chapitre est consacré car il est très important, surtout comment y faire face. On l'a abordé un petit peu plus tôt, mais ce chapitre y est consacré. Donc, c'est les symptômes psychocomportementaux associés à la maladie neurocognitive. Il faut acquérir des connaissances, améliore la compréhension. Tout à l'heure, on disait que ces symptômes peuvent être associés à des besoins non comblés ou mal exprimés, peuvent être aussi des réactions au stress chez la personne, par exemple, qui sent ses pertes. Et ça peut être des tentatives également de garder sa cohésion, des tentatives de s'adapter. On parle de considérer notre approche sans se culpabiliser, se rappeler que la maladie est à l'origine de ces comportements difficiles et que le proche n'est pas responsable. Il importe par ailleurs de faire attention à vous, de vous donner le droit de ne pas avoir toutes les solutions. Puis, il est toujours très important de rapporter ces comportements aux professionnels de la santé, car certains pourront être gérés par des approches parfois, le plus souvent non pharmacologiques et parfois pharmacologiques. Les domaines comportementaux qui peuvent être touchés, ici, il y a une liste. Les idées délirantes, les hallucinations, l'agitation, l'agressivité, la dépression, les troubles de l'humeur, l'anxiété, l'exaltation de l'humeur, l'indifférence ou l'apathie, la perte d'initiative, la désinhibition, l'irritabilité, l'instabilité, les comportements moteurs aberrants, donc des gestes qui n'ont pas de fin, qui sont répétitifs, les gros troubles du sommeil, les troubles de l'appétit. Savoir que certains, par exemple, l'anxiété ou la dysthymie, on les rencontre dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer. D'autres sont évocateurs d'autres types de troubles neurocognitifs, comme par exemple la désinhibition, l'apathie, les hallucinations ou les idées délirantes en début de maladie. Puis d'autres vont être retrouvés dans des stades tardifs de la maladie, comme les idées délirantes, l'agressivité ou les comportements moteurs aberrants. Donc, dans le chapitre, il y a plusieurs des vignettes qui sont présentées pour expliquer différents comportements et donner des pistes de solutions. Le chapitre 9 est consacré à l'aide directe aux proches aidants. Là encore, on bénéficie des travaux de recherche du professeur Francine Ducharme sur l'accompagnement des proches aidants de personnes aînées, puisqu'elle en a fait son sujet de carrière. Elle rappelle que prendre soin d'un aîné en perte d'autonomie est associé à une charge émotive et physique non négligeable, qui est légitime de demander de l'aide. C'est un signe de maturité, une marque de respect envers soi-même et envers son proche. Que le réseau de santé publique offre toutes sortes de services utiles aux proches aidants.
On rappelle aussi dans le chapitre l'usage d'un journal de bord qui peut être utile pour mettre sur papier nos réflexions et prendre un recul par rapport à ce qu'on vit et suivre la progression des besoins de son proche et des siens. Il faut tenter de prendre soin de soi dès le départ, car c'est vraiment un cheminement qui va s'étendre sur souvent plus de 10 à 15 ans. Il faut conserver son énergie et recharger ses batteries. C'est tout aussi important de prendre soin de soi que de prendre soin de son proche. Ici, je vous mets une gravure qui avait circulé en période COVID, mais que je trouve tout à fait appropriée. Donc, soyez là pour vous comme vous l'êtes pour vos proches. Rappelez aussi une méta-analyse récente qui est sortie sur qui parle de l'impact chez les proches aidants des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. On y rapporte que 30% des proches aidants, au décours de leur situation, vont avoir des idées suicidaires. Et chez ces 30%, 6 à 16% vont faire une tentative suicidaire. On y remarque aussi que c'est inversement proportionnel à l'âge de l'aidant. Alors, plus l'aidant est jeune, plus c'est une situation qu'on retrouve, alors que lorsqu'on avance en âge, c'est une situation qui est moins présente. Le chapitre 10 aborde les aspects légaux. Donc, un sujet important qui n'est jamais trop tôt pour aborder. Il existe plusieurs moyens de veiller à la protection de votre proche et de ses biens et de s'assurer du respect de ses choix face à la maladie et à sa progression. Dans le chapitre sont abordées et vulgarisées les notions d'aptitude, la procuration, le mandat de protection, les régimes de protection. On rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire homologuer un mandat en cas d'inaptitude ou d'ouvrir un régime de protection. On rappelle que ce sont quand même des démarches fastidieuses et coûteuses qui ne sont pas nécessaires s'il n'y a pas besoin de protection, s'il y a absence d'enjeux, par exemple, ou d'abus physiques, psychologiques, ou s'il n'y a pas d'enjeux financiers importants. Dans le doute, on vous suggère d'aborder le sujet avec l'équipe de soins qui évalueront le tout avec vous. On rappelle aussi que les aspects légaux sont toujours en évolution. Par exemple, il y a des modifications juridiques qui évoluent avec le projet de loi 18, avec les régimes de protection, la curatelle, qui sont en révision, qui sont non seulement en révision, mais qui sont en vigueur depuis le mois d'avril 2022. Le chapitre 11 traite de l'éventualité de l'hébergement. Donc, la grande majorité des gens, on le sait, souhaitent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Le rythme d'évolution de la maladie, la capacité du proche à comprendre, à avoir conscience de la situation, de s'y adapter, tout ça, ce sont des éléments qui vont déterminer si l'option est, on est rendu là ou si c'est une option. Il y a également quelle est la disponibilité de soutien des services et des soins du secteur. Est-ce qu'il y a présence d'un réseau via la collaboration de l'entourage? Quelle est la complexité des enjeux de santé qui s'ajoutent à la situation? Donc, il existe différents types d'hébergements qui sont discutés, publics et privés.
On rappelle que si la personne refuse catégoriquement l'hébergement et qu'elle se trouve dans une situation de précarité extrême, comme par exemple si elle est seule, qu'elle n'a pas de famille, une demande d'ordonnance d'hébergement alors peut être déposée auprès d'un juge. C'est cette personne qui tranchera par rapport à la pertinence ou pas de l'hébergement. Le placement du proche en hébergement ne marque pas la fin de votre rôle de proche aidant. Vous le savez pour ceux qui ont expérimenté ou qui sont dans cette situation. Le rôle se transforme. On doit à ce moment-là mettre l'emphase sur des activités plaisantes, la relation, en laissant les soins physiques au personnel. On agit toujours comme le représentant du proche pour faire connaître son histoire de vie, ses préférences, ses habitudes, ses valeurs. Il faut voir cette transition comme une façon de respecter vos limites personnelles et celles qui avaient été mises à l'épreuve auparavant. Le chapitre 12 traite de la recherche. Autant les 30 dernières années ont été marquées par une recherche importante au niveau cardiovasculaire, autant le 21e siècle et l'époque de la recherche au niveau des maladies cognitives. On rappelle dans le chapitre qu'au Québec, tous les projets en cours sont soumis à une double approbation. Une approbation au niveau de la pertinence par un comité scientifique et une approbation également par un comité d'éthique de la recherche sur tous les aspects de la sécurité du participant. On rappelle que la recherche ne veut pas toujours dire une recherche sur la prise ou l'essai d'un nouveau médicament. On peut prendre des informations sur la nature d'un projet ou accepter de rencontrer la personne responsable du recrutement. Si on acquiesce à un projet, ça ne nous contraint pas en aucun cas à participer au projet et on peut y mettre un terme au moment où on veut. On peut contribuer à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, aux maladies apparentées, que l'on en soit atteint ou non. La recherche touche et concerne les personnes vivant avec la maladie, mais aussi la réalité des proches aidants. Là, je vous mets également ce site Internet qui est le site de la Société Alzheimer où toutes les recherches en cours peuvent être hébergées et que vous pouvez consulter. Donc, il y a un chapitre pour les études pour les personnes atteintes, les études pour les proches aidants, les études pour des membres de la famille et sur les essais cliniques. Alors, ceci clôt les chapitres. À la suite de ça, nous avons rédigé 2 récits qui sont des témoignages d'une fille qui a accompagné sa mère et d'un des médecins parmi nous, donc qui a accompagné ses parents. Le livre s'accompagne aussi d'une annexe sur les médicaments symptomatiques dans la maladie. Une autre sur une grille qui vous permet de rédiger avant même la consultation médicale les changements que vous avez observés en prévision de la visite médicale. On donne également des coordonnées de ressources que vous connaissez sans doute beaucoup d'entre vous, donc l'appui, les sociétés Alzheimer, Balischan Alzheimer, les regroupements des aidants, également un glossaire. Alors, ici, ça va terminer ma présentation. Je vous présente un peu qu'est-ce que les gens ont dit de notre livre. Donc, c'est un guide très facile à lire, écrit avec empathie, qui donne l'impression de passer un moment exclusif avec des professionnels de la santé sur les défis qui peuvent se présenter dans la maladie.
Je pense que ce livre que j'ai beaucoup apprécié peut être utile à tout adulte qui se voit et voit son entourage vieillir. C'est bien expliqué et cela démystifie ses troubles. Ce livre m'a intéressé au plus haut point en raison de son écriture simple et précise, avec en toile de fond un grand respect du lecteur, l'accessibilité des informations médicales et la pertinence des démarches et des moyens suggérés aux proches aidants sont aussi à noter. Alors, je finirai ici par cette photo. C'est moi qui veux rendre hommage à un homme qui a toujours été animé par une soif d'apprendre et d'aimer et qui me consultait pour mieux vivre avec la maladie et qui nous a quittés à 94 ans cette année.